Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Éco. Je vous propose de retrouver la rubrique des dessous de l'écho avec vous, Natacha Königsberg. Voici les sujets importants que nous avons sélectionnés pour vous cette semaine dans l'actualité économique. Et voici le sommaire en images. Dans les dessous de l'écho cette semaine, les démissionnaires pris en charge par l'assurance chômage. Grande promesse électorale d'Emmanuel Macron, mais dans les faits, il n'en sera rien, sauf pour quelques rares chanceux ou malins. L'indicateur de confiance des ménages est en berne en ce début d'année. Les Français ne croient pas aux promesses d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Les clopes plus chères depuis le 1er mars, une mesure d'incitation fiscale destinée à décourager les fumeurs, c'est la version officielle. Mais en réalité, ce sont surtout 500 millions d'euros de recettes supplémentaires qui rentreront dans les caisses de l'État. Les Français ne sont pas dupes. Ils ne croient pas aux promesses d'augmentation de leur pouvoir d'achat, malgré l'omniprésence dans les médias de Gérald Darmanin, qui tente de faire oublier par tous les moyens ses déboires avec la justice et les femmes, qui l'accusent avec persévérance et courage. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice de confiance des ménages est en repli de plus de 4 points en ce début d'année. Cet indice mesure la confiance des ménages, tant dans le présent que dans l'avenir. Amélioration du niveau de vie, capacité à rembourser ses dettes ou à mettre de l'argent de côté, bref, un indicateur important qui mesure l'état d'esprit des Français à un moment donné. S'il baisse, c'est manifestement parce que les Français ne sont pas dupes. Ils ont bien entendu le message du même institut, l'INSEE, message envoyé juste avant Noël. Selon une étude que le gouvernement s'est aussitôt empressé de dénigrer et contester, le pouvoir d'achat des Français va encore reculer en 2018, principalement à cause des hausses d'impôts et de taxes, mais aussi des hausses de tarifs de services, hausses pour lesquelles l'État a son mot à dire. C'est le cas pour les tarifs du super et du gasoil à la pompe qui ont littéralement explosé depuis le 1er janvier. Même chose pour la hausse des prix du gaz, de l'électricité, des péages, des infractions au stationnement, du paquet de cigarettes et j'en passe. Au final, l'indice de confiance des ménages retrouve son niveau du début d'année 2017. Quand les Français attendaient avec impatience de se débarrasser de François Hollande. Ce n'est donc pas un hasard si l'indice de confiance des Français en Édouard Philippe et Emmanuel Macron est également en recul. Les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites. L'adage est connu, mais il est malheureusement toujours aussi vrai. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait fait miroiter aux 21 millions de salariés la possibilité d'être pris en charge par l'assurance chômage en cas de démission, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Une promesse qui aurait créé un tel effet d'aubaine que plusieurs simulations estimaient à plusieurs centaines de milliers le nombre de salariés qui en auraient profité dès la première année si la promesse avait été effectivement tenue. Une promesse qui aurait coûté entre 5 à 10 milliards d'euros dès la première année à l'UNEDIC, l'organisme qui verse les allocations aux chômeurs. Sont-ce les sommes en jeu qui ont fait reculer le gouvernement ou bien la promesse était-elle purement électoraliste et totalement irréalisable ? On ne le saura peut-être jamais, mais une chose est certaine, ce n'est pas du tout ce qui a été promis aux Français qui sera peut-être mis en place un jour. Concrètement, le projet sur lequel patronat et syndicats planchent consisterait à octroyer des droits au chômage aux seuls salariés qui démissionnent pour changer de carrière. Un changement de carrière les obligeant à suivre une formation de longue durée. C'est pour les soutenir financièrement pendant ce changement de carrière, pendant l'apprentissage d'un nouveau métier, que les allocations chômage pourraient leur être versées. Seuls les projets de reconversion, dûment validés par une commission ad hoc, permettraient aux demandeurs d'être pris en charge par l'assurance chômage et encore, peut-être pour une période de seulement 12 mois contre 23 mois en temps normal en cas de licenciement classique. Là encore, pour éviter l'effet d'aubaine ou de pompe aspirante. Résultat, on estime qu'entre 15 000 et 25 000 salariés pourrait tenter l'aventure en année pleine, ce qui coûterait seulement 150 à 250 millions à l'assurance chômage. On est loin, très loin de la promesse du candidat à la présidentielle, et ce n'est ni la première, ni la dernière fois que cela se produit. Le paquet de cigarettes est donc plus cher d'1 euro en moyenne depuis le 1er mars dernier, une mesure destinée en théorie à décourager les fumeurs de continuer à pratiquer leur vice. Mais quand on regarde de près les comptes de la sécurité sociale pour 2018, on découvre avec surprise une recette supplémentaire de 500 millions d'euros.
C'est la somme que l'État espère soutirer en plus cette année aux fumeurs afin de financer la Sécu. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a beau dire que le tabac coûte 20 milliards d'euros par an à la collectivité en soins apportés aux fumeurs, surtout en fin de vie. Quand ils sont gravement malades, on a du mal à croire que l'intention salvatrice soit totalement sincère. Ce d'autant plus qu'il y a quelques semaines, le gouvernement avait justement expliqué que les prévisions de l'INSEE pour 2018, qui annonçaient une baisse du pouvoir d'achat, étaient erronées. Il reprochait à l'Institut de ne pas avoir anticipé le changement de comportement qu'induirait la hausse des prix de l'essence et du diesel, et donc aussi la hausse des prix des paquets de cigarettes. Selon le gouvernement, ces hausses de prix devaient très rapidement modifier les habitudes de consommation des Français. Manifestement, celui qui a provisionné les 500 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires grâce à l'augmentation des prix du tabac n'a pas dû recevoir la note ou bien la lire attentivement. Pour finir ce rendez-vous, un mot de la bataille rocambolesque qui a opposé le camembert de Normandie, moulé à la louche et au lait cru, au camembert fabriqué en Normandie. Les deux appellations concurrentes, très voisines, mais qui ne désignent pas le même produit, vont fusionner pour devenir camembert de Normandie d'ici 2 ans. Mais pour distinguer le camembert authentique des autres, le plus souvent industriel et au lait pasteurisé, une nouvelle appellation a été créée, le véritable camembert de Normandie. Tout cela ferait sourire s'il n'existait pas une autre variété de camembert, le camembert tout court, c'est-à-dire sans mention de son lieu de fabrication ni du lait utilisé. Vous serez ravis d'apprendre que tout le monde peut faire du fromage et l'appeler camembert en France et partout ailleurs dans le monde. C'est devenu un nom générique, sans valeur et non protégeable. Ou comment la mondialisation peut détruire sournoisement mais sûrement les fondements de notre patrimoine. C'est la fin des dessous de l'écho. À la semaine prochaine. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Éco. Aujourd'hui, nous recevons Michel Drac. Bonjour monsieur. Bonjour. Michel Drac, vous êtes blogueur, éditeur, écrivain. Vous venez nous présenter aujourd'hui votre dernier ouvrage, Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat. Et c'est aux éditions Le Retour aux sources. Michel Drac, en épigraphe de votre ouvrage, à savoir la première phrase du livre, vous dédiez ce livre aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes. À qui pensez-vous ? Alors en fait, c'est à Emmanuel Macron qu'il faut poser la question parce que, évidemment, je reprends sa formule pour parler de ses opposants. Puisqu'il a dit qu'il ne céderait rien aux fainéants, aux cyniques et aux extrêmes. Et si on a bien suivi sa pensée, il désignait par là ou la totalité, ou en tout cas une proportion tout à fait significative des gens qui s'opposent à lui. Donc, j'ai dédié ce livre à ces gens-là, puisque je le dédie aux gens qui s'opposent à Macron, en fait, et à ce que représente Emmanuel Macron. Alors, il paraît que ce sont des fainéants, des cyniques et des extrêmes. Bon, d'accord. Ok, puisqu'on est des fainéants, des cyniques et des extrêmes, pas de problème. Et maintenant, on va passer à autre chose. Et c'est ce que vous écrivez d'ailleurs à la fin d'un chapitre. Ce type a qualifié son opposition de foyer infectieux. Ah oui, mais effectivement... Je ne l'avais pas entendu, celle-là, mais... Si. Il parlait des dissidents à l'intérieur du Parti socialiste. D'accord. C'était un foyer infectieux à purger. Il y a quelque chose chez Macron, indépendamment du fait que le personnage est très urbain et que, par certains côtés, c'est effectivement un charmant garçon, mais il y a quelque chose en lui qui est assez inquiétant et qui, je trouve, doit allumer une petite lumière rouge sur le tableau de bord. Il a une certaine tendance, je dirais puritaine ou néo-puritaine, à considérer en quelque sorte qu'il incarne la vertu, il incarne la raison, et que par définition, donc tous les gens qui s'opposent à lui incarnent le vice, ou la folie, ou la bêtise, ou la fainéantise, etc. Vous pensez que ça lui vient du fait que ça lui vient de son ancien travail de banquier chez Rothschild ? Cette vertu ? Non, je crois pas. Je crois que ça lui vient du fait qu'il arrive à un certain moment dans l'évolution générale des classes dirigeantes françaises. Il y a un inconscient, si vous voulez, dans les classes dirigeantes françaises, inconscient ou préconscient, je ne sais pas exactement ce qu'il faut dire, qui est de plus en plus clairement un inconscient de type élitiste au mauvais sens du terme.
C'est-à-dire une élite qui croit qu'elle est une élite en quelque sorte de droit divin, qu'elle est par définition supérieure à la masse. Ce sont des gens qui pensent, les gens qui sont derrière Macron, qui sont avec Macron, ce sont des gens qui pensent qu'ils savent mieux que les autres. C'est l'ENA qui leur a mis ça dans la tête ? C'est l'ENA, c'est d'une manière générale ce qui se passe quand vous avez une société qui est caractérisée quand même par un très haut niveau de reconduction sociale d'une génération à l'autre, car le système égalitariste français, ou système égalitaire français si vous voulez, est en panne. Notre égalitarisme a fini par déboucher sur une sorte de néo-élitisme. C'est-à-dire que nous continuons officiellement à avoir un système dont l'idéologie poursuit l'égalité, dont les structures sont faites normalement pour garantir l'égalité, en particulier l'égalité des chances des enfants. Ça, c'est la théorie. Et puis dans la pratique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants, d'ouvriers et d'employés qui intègrent les vraies formations d'excellence. C'est que quand vous naissez fils d'un père cadre, vous avez beaucoup plus de chances d'être vous-même cadre que quand vous naissez fils d'un père employé ou ouvrier. L'exception, c'est le Premier ministre Bérégovoy, je crois que vous l'évoquez rapidement. Il y a quelques exceptions de temps en temps dans le système français, mais ça date, Bérégovoy, ça date pas d'hier. C'est clair. Aujourd'hui, on est dans un système de reconduction de la structure sociale de plus en plus nette. Et quand ça se produit pendant un certain temps, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les gens qui sont à l'intérieur de ce système, qui ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Ce que je voudrais bien faire comprendre sur ce point-là, c'est que je n'attaque pas M. Macron, ni les gens qui sont avec lui, nécessairement en tant que personne. Certains peuvent effectivement être des gens peu recommandables, mais je pense que la grande majorité, c'est pas le cas. C'est ce qu'ils incarnent. C'est ce qu'ils incarnent, c'est ce que leur praxis leur a mis dans leur tête. C'est-à-dire la réalité de leur vie, de leur parcours, ça leur a mis dans la tête quelque chose et pas autre chose. Et quand vous avez des gens comme ça, qui ont finalement vécu toute leur vie à l'intérieur de classes supérieures à faible niveau de renouvellement d'une génération à l'autre, vous avez des gens qui croient qu'ils détiennent une forme de supériorité ontologique. Et Macron arrive à ce moment-là. Et probablement lui-même n'en a pas conscience. Il n'a aucun recul sur lui-même, en fait. Sur ce qu'il est. C'est très difficile à dire, parce qu'en fait, la personne est un mystère. Il est hyper marketé, Emmanuel Macron. C'est pas quelqu'un qui est réellement spontané. Toute sa spontanéité, à mon avis, est pensée en amont. C'est un produit marketing. On l'avait vu d'ailleurs lors des vœux. Enfin, moi, j'avais regardé ça ce soir-là avec mon frère. On s'était dit, c'est un mauvais acteur de série B. Vous dites que c'est un homme de théâtre, d'ailleurs, par ailleurs. C'est un mauvais acteur, mais un homme de théâtre. C'est-à-dire qu'il joue mal la comédie, mais je pense que d'une certaine façon, ça fait partie de son travail de mal jouer la comédie. Je pense qu'on en est arrivé au point où le fait que ça se voit que c'est de la comédie fait partie du jeu. C'est rassurant pour une certaine classe supérieure et moyenne supérieure de voir que la comédie continue. Je crois qu'on en est là, quand même, largement. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est l'homme derrière? Ça, il faudrait savoir beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur lui. Mais en tout cas, en tant que produit marketing, il incarne, pour moi, ce refermement des classes dirigeantes sur elles-mêmes et de la classe moyenne supérieure aussi sur elles-mêmes. Michel Drake, ma deuxième question, c'est vous qui la posée en introduction de votre ouvrage. Pourquoi ce livre ? Parce que je pense que c'est intéressant de simuler en fait les quinquennats possibles d'Emmanuel Macron pour montrer les vrais enjeux. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de la technique de communication qui est déployée aujourd'hui, c'est pour moi tout à fait la technique des prestidigitateurs. Vous savez, un prestidigitateur, c'est quelqu'un, en général, il va pas vous cacher réellement ce qu'il est en train de faire. Parfois, oui, il y a des tours où c'est caché, mais souvent, c'est pas vraiment caché. Simplement, il va attirer votre regard là où il se passe rien, pendant qu'il fait la chose importante de l'autre côté. C'est la technique classique du prestidigitateur. Sarkozy l'avait un petit peu fait déjà avant lui. Sarkozy l'a fait. Hollande a essayé de le faire, mais moins bien. Voilà, c'est le coup classique, si vous voulez, par exemple, du tour consistant à lancer un paquet de cartes sur une vitre, et miraculeusement, on fait passer une des cartes de l'autre côté de la vitre. Bon. En fait, comment le prestidigitateur fait ça? Quand il va lancer le paquet de cartes, il va le faire extrêmement vite. Vous ne verrez pas
Il va le faire extrêmement vite et en spectacularisant le geste de lancer, ce qui fait que vous regarderez le geste de lancer, vous n'aurez pas l'idée de regarder avant ce qu'il y a sur la vitre, parce qu'en fait, la carte, elle vient d'être collée derrière la vitre, tout simplement. Mais vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas eu le regard sur la destination du paquet, vous avez regardé le geste de le lancer. C'est comme ça que c'est fait. Ça, c'est classique des paquets. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Macron, ça fonctionne comme ça. Donc, on va attirer le regard des gens sur quelque chose, et pendant ce temps-là, on va faire autre chose. Le fait de poser la question de la simulation de ce que peut être le quinquennat de Macron sur 5 ans, évidemment, c'est imprévisible, hein, soyons clairs, personne ne prétend prévoir ce qui va se passer à 5 ans. Mais le fait de le poser dans ces termes-là, on est obligé de se poser la question des vrais enjeux. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui va vraiment se passer dans les 5 années qui viennent? Alors, ok, mettons qu'il y ait une crise majeure avec la Russie. Quelles sont les conditions objectives pour qu'elle soit maîtrisable? Ah ben, il faut se poser la question du niveau d'intégration de la France dans l'OTAN. Donc, qu'est-ce qui peut se passer d'ici là pour faire évoluer ce niveau d'intégration? Et là, hop, on remonte la chaîne et on voit où sont les vrais enjeux. Et après, quand on va avoir, par exemple, un article dans Le Monde où on va nous parler d'un sommet de l'OTAN, où nous expliquer que oui, l'OTAN doit faire face à de nouvelles menaces, etc., on va garder en tête les enjeux qui sont derrière et on va pouvoir décoder la communication gouvernementale qui passe à travers le monde. Quand on va avoir, comme par exemple en ce moment, l'affaire très médiatisée de cette jeune personne qui est métisse et qui a été choisie pour être la Jeanne d'Arc à Orléans, là, voilà. On va garder en tête que, en même temps, il y a un travail qui se prépare sur les lois relatives à l'immigration. On va garder en tête que, en même temps, il y a la réforme de la SNCF. Et donc, on va se poser la question de savoir pourquoi ça vient à ce moment-là. Et bon, ça peut être par hasard, bien sûr. Hein, pourquoi c'est monté en épingle éventuellement. Et on va prendre du recul et on va réagir à froid, sans se focaliser sur cette seule question. On va essayer de la relier à la question de peut-être c'est pour induire l'opinion dans une certaine posture avant des effets d'annonce sur l'immigration, ou alors peut-être c'est pour focaliser le regard de ce côté-là, de façon à créer une tension à l'intérieur du corps social au moment où par ailleurs on a un agenda social qui est assez tendu. Voilà. Rapidement, Michel Drac, est-ce que vous pourriez nous revenir sur, enfin, nous définir, nous faire un bilan politique et social depuis l'élection présidentielle? Alors c'est simple, Emmanuel Macron a fait pour l'instant ce qu'on pouvait s'attendre à le voir faire. Je vais vous la faire court et très ramassée, sans entrer dans les détails. Pour l'instant, concrètement, le macronisme, c'est « je fais des cadeaux fiscaux aux riches », je maîtrise le déficit budgétaire en compressant la dépense publique, je m'arrange pour déplacer du pouvoir d'achat en prenant un peu aux retraités, parce que depuis la crise de 2008, les revenus des retraités ont cru, alors que ceux des actifs ont baissé. Parce que c'est des actifs qui ont payé le prix de la crise de 2008, alors que les retraités, maintenant, ceux qui partent à la retraite, c'est des baby-boomers, ils sont riches, ils ont fait des grosses carrières. Donc je gère ça, donc je fais en fait une austérité habile, cherchant à rééquilibrer un peu les choses pour rendre, autant que faire se peut quand même, la vie supportable, en particulier pour les jeunes actifs et pour les catégories qui souffrent vraiment, car Macron est habile et les gens qui travaillent pour lui sont compétents. Ça, c'est nouveau, c'est pas ce qu'on avait ces dernières années. Il faut le leur reconnaître. Mais en même temps, le cœur de mon programme, c'est bel et bien, je fais des cadeaux aux riches et je comprime la dépense publique. Voilà. Concrètement, c'est ce qu'il a fait. En politique internationale, à ce stade, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'il n'a pas eu de choix tranché à opérer. Alors, il a géré de la com, il l'a plutôt bien fait. Il a réussi un petit coup de com avec ce qu'il a fait au moment des problèmes entre l'Arabie Saoudite et le Liban, avec le président libanais. De temps en temps, il a donné des gages à la tendance atlantiste, mais finalement pas tant que ça. Il y a une certaine prudence. En tout cas, on n'a pas observé depuis l'arrivée de Macron au pouvoir une séquence délirante comme celle qu'on avait eue en 2012-2013 avec Fabius, quand on a vraiment eu l'impression que c'était de la folie. Je vous propose, Michel Drac, d'aborder ce sujet un petit peu plus tard quand on reviendra sur la thématique de la géopolitique. Et donc, votre ouvrage se compose de deux parties. Hein. Première partie, c'est les grandes tendances à venir, et la deuxième partie, c'est les 8 scénarios
vous avez imaginées. Donc la première de vos thématiques, donc, c'est l'écologie. Selon vous, quelle sera la stratégie de Macron face au cataclysme généralisé que vous annoncez dans votre ouvrage ? Alors d'abord, il faut expliquer une chose. Je n'annonce pas en fait de cataclysme généralisé à l'horizon 2022. Je fais simplement deux constats de bon sens. Le premier, c'est que nous sommes dans une situation où les crises écologiques et, disons, éco-sanitaires, on peut dire au sens large, sont de plus en plus globales et de plus en plus violentes. Il y a deux raisons. D'abord, c'est qu'à force de dérégler la nature, elle va se venger. Et la deuxième raison, c'est que quand vous surintégrez tout le système global, à chaque fois que vous avez un gros problème à un point du système, ça touche tout le reste. C'est pour ça que ça fait très longtemps qu'il y a des raz-de-marée au Japon. Mais avant qu'il y ait une centrale nucléaire à Fukushima, c'était le problème des Japonais. Là, il y a eu un raz-de-marée au Japon il y a quelques années. Il y a eu le problème de Fukushima. Ça a été maîtrisé de justesse. Ça aurait pu tourner différemment et devenir un problème pour tout le Pacifique Nord. On peut d'ailleurs se demander et pourquoi les Japonais ont eu l'idée de mettre une centrale nucléaire au bord des côtes, de là où viennent justement tous ces tsunamis. Enfin bon, c'est une parenthèse que je referme, mais ça, je pense que c'est un peu curieux, sachant qu'ils savent très bien depuis des siècles que ça leur tombe dessus régulièrement. Je crois qu'au Japon, si vous voulez, c'est comme partout. Le raisonnement économique et voilà, puis surtout, il est biaisé par la logique de l'espérance mathématique de gain. C'est-à-dire qu'on est dans une logique en général où quand on priorise des investissements, quand on fait des choix d'investissement, on se dit alors, compte tenu des paramètres normaux dans lesquels l'investissement va produire un effet, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte, à quel horizon je planifie mon investissement. Et en général, la logique, c'est je planifie mon investissement dans le temps nécessaire à sa récupération compte tenu du niveau de risque de l'investissement. Point. Quand vous raisonnez comme ça, vous avez des gens... Moi, je ne suis pas ingénieur japonais, je ne sais pas comment ils ont fonctionné, mais j'imagine, je connais un peu ce type de problème et je sais comment raisonnent les décideurs économiques qui sont confrontés à ça. Ils ont dû faire un raisonnement du genre, mon investissement est rentabilisable sur 15 ans, quelle est la probabilité pour qu'il y ait un méga tsunami, disons un très grand tsunami dans les 15 ans? Elle est faible, voire très faible. Donc on y va. Parce qu'on est toujours sur un critère de prise de décision qui est la maximisation du rendement. On n'est jamais sur un critère de décision qui est la minimalisation du risque maximum. C'est un des grands problèmes de nos systèmes aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles un jour on pourrait avoir un très gros problème. On n'a pas anticipé la situation où ce qui normalement, effectivement, ne peut pas se produire, se produit. On n'est pas prêt. Alors, comme on a monté le château de cartes très haut, et c'est très fragile. Et c'est toute la structure est comme ça. Alors, que va faire Macron par rapport à ça? En fait, je pense qu'il va appliquer l'agenda relatif à la transition écologique. Alors là, je ne suis pas compétent techniquement pour dire si cet agenda est bon ou pas. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les coûts des renouvelables baissent. Ce qu'on sait aussi, c'est que la quantité d'énergie effectivement amenée par les renouvelables à ce stade n'a pas beaucoup changé le mix énergétique, que la réalité de la transition énergétique à ce stade, c'est plutôt on est en train de développer le gaz naturel, c'est ça la réalité. Je pense qu'il va subir ça, il va suivre l'agenda. Je ne le vois pas honnêtement attaquer de front et en profondeur la logique dont je vous parlais. Il faut voir que Macron est un homme système. Les gens qui sont avec lui sont des hommes système. Ils sont compétents, comme je vous disais, mais il y a des limites à leurs compétences. Et en plus, comme je vous disais, ils sont enfermés dans un système de reproduction. Donc, ils sont peu capables de remise en cause. Je ne crois pas qu'ils vont fondamentalement questionner les critères de la décision économique. Eh bien, Michel Drac, c'est la fin de cette première partie de Politique Éco. On revient dans un instant. On entame la deuxième partie de ce Politique Éco, toujours avec Michel Drac. Michel Drac, dans votre ouvrage,
Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat. Vous évoquez la question démographique. Face à l'accroissement des flux migratoires et au retour de la question raciale que vous annoncez, qu'est-ce que pourra faire le président Macron ? Alors, déjà sur le fond, il peut pratiquement rien faire, c'est-à-dire que la bombe démographique est amorcée et qu'il est pratiquement impossible de la désamorcer. Donc, en fait, ce qui va se passer dans les 20-30 ans... La fermeture des frontières, tout ça, faut arrêter d'y penser. Même si on remet des frontières nationales, de toute façon, c'est plié. C'est-à-dire que ça n'empêche pas la bombe d'exploser. Simplement, ça peut être une tactique pour que les éclats ne nous touchent pas. Mais la bombe, elle va exploser. C'est-à-dire que... Elle n'a même pas encore explosé, selon vous ? Non, parce que, en fait, là, si vous voulez, ce qui s'est passé... Bon, déjà, on commence à voir que ça fume. Mais les vrais flux migratoires majeurs sont probablement pour demain. Pour demain. Là, pour l'instant, l'Afrique, si vous voulez, est sur une trajectoire où, en théorie... Bon, en gros, en Afrique subsaharienne, il y a à peu près 1 milliard d'habitants aujourd'hui. Dans 20 ans, à peu près, il y en aura 2 milliards. Et dans 40 ou 50 ans, il y en aura 4 milliards. Voilà, ça, c'est la trajectoire théorique. Bon. Après, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que quand on regarde la façon dont économiquement les choses se passent aujourd'hui en Afrique, avec des États africains qui, depuis la crise de 2008, ont eu une croissance assez artificielle, une croissance tirée surtout par les investissements étrangers, une croissance qui n'est pas endogène, qui n'est pas autoporteuse, ou très peu. Des États qui n'arrivent pas à se stabiliser, des États qui sont re-rentrés dans un cycle d'endettement, des populations dont les indices de fécondité ne baissent pas ou peu. On va arriver probablement progressivement dans les 2 décennies qui viennent, au point, si vous voulez, où des masses d'hommes absolument gigantesques vont commencer à remonter de ce monde dont l'explosion démographique va largement dépasser les capacités économiques. C'est ce qui est dans les tuyaux. On peut aussi avoir des problèmes majeurs venant même de l'Afrique du Nord, puisque l'Afrique du Nord, qui semblait partie il y a quelques années pour une baisse de ses indices de fécondité, à cause de la réintroduction, enfin de l'introduction en fait massive d'un islam qui n'est même pas l'islam nord-africain normal, à cause aussi de différents facteurs, c'est un peu plus compliqué que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'Afrique du Nord a vu repartir à la hausse ses indices de fécondité. On a l'Égypte où il y a aujourd'hui je crois 90 millions d'habitants, il est prévu que dans 15-20 ans il y en ait 120 millions, elle est peut-être capable d'en nourrir 30 millions. Et en amont du Nil, on a l'Éthiopie qui est en train de construire des barrages, donc ça va faire baisser l'eau dont dispose l'Égypte. On a le sous-continent indien, où on a 1 milliard d'hommes aussi en plus qui sont attendus dans les 20 ans qui viennent. Bon, alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du développement économique. Donc on verra ce qui va se passer, mais là tout n'est pas perdu. Enfin quand même, on voit très bien qu'on va se retrouver devant des flux migratoires sans commune mesure avec ce qu'on a vécu jusqu'ici. Et les pays occidentaux, vous pensez qu'ils n'auront aucun pouvoir, aucune assise financière pour faire en sorte de retenir ces populations dans leur pays d'origine ? Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas la direction qu'on prend. J'espère, comme tout le monde, que ça sera le cas, mais c'est pas la direction qu'on prend. La réalité aujourd'hui, c'est que la théorie voudrait qu'en 2040 ou 2050, je ne sais plus, le Nigeria, lui tout seul, soit plus peuplé que l'Europe. C'est délirant. Donc de toute façon, ça n'arrivera pas. Soit parce qu'il y a plein de gens qui vont pas naître, soit parce qu'il y a plein de gens qui vont mourir, soit parce qu'il y a plein de gens qui vont bouger. Voilà. Bon. Donc qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron par rapport à ça ? Vous savez, il ne faut pas non plus... Et sur la question de la question raciale, les problèmes liés à cette question raciale... Déjà, malheureusement, je le regrette profondément, elle est indicible en France. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit en France de soulever réellement cette question, ce qui est complètement idiot, j'en suis persuadé. Le mot race. Voilà. Je suis complètement certain, pour avoir longuement discuté avec beaucoup de gens qui ont réagi à mon livre sur la question raciale, que quand vous parlez tranquillement de cette question-là avec des personnes d'origine subsaharienne ou est-asiatique, aucun problème. Il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun problème. Le problème est totalement fabriqué par les classes dirigeantes, et je suis convaincu qu'il est fabriqué délibérément pour diviser le peuple contre lui-même, pour le garder sous contrôle. C'est SOS Racisme à la base de... Voilà. SOS Racisme, ça voulait dire sauvons le racisme. Bon. Aujourd'hui, on est devant cette situation. Qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron? À mon avis, et lui, personnellement, ne fera pas grand-chose. Il ne faut pas exagérer sa marge de manœuvre. Les milieux qui le soutiennent vont reprendre les vieilles méthodes, les vieilles techniques, continuer à rendre la question impossible à poser calmement, ce qui va provoquer l'exaspération d'une frange, on va dire, de nationalistes glissant vers une idéologie de racisme. Je ne sais pas tellement, parce que ce n'est pas vraiment un racisme de domination, mais on va dire fortement teinté de racialisme. Voilà, et ça continue, et jusqu'au moment où, ça donnera probablement, dans une situation de crise économique qui est prévisible, à mon avis, dans quelques années, un levier de plus aux classes dirigeantes pour diviser le peuple contre lui-même. Moi, c'est ce à quoi je m'attends. Alors que le mot race est toujours présent dans la Constitution française. On va passer à une autre thématique, Michel Drac, c'est en matière technologique. Vous prédisez un quinquennat difficile encore pour Emmanuel Macron. Expliquez-nous pourquoi. Alors, en fait, il s'est passé quelque chose récemment de très important et qui a été peu médiatisé. Je crois que c'était le 18 janvier dernier. Amazon a ouvert à Seattle un supermarché, un hypermarché, ou supermarché, je ne sais plus, enfin, voilà, une grande surface. Sa particularité, c'est que dedans, il n'y a personne. Il y a des robots. Il n'y a pas une caissière. Les clients viennent, ils ont une carte, tout se fait sans... Voilà, c'est le supermarché, il n'y a plus besoin de caissière, il y a presque plus de main-d'œuvre, si vous voulez. Le hasard a voulu que, je crois que c'était le même jour ou le lendemain, je ne sais plus, le PDG de Carrefour annonçait que Carrefour allait supprimer, je crois, 2400 emplois ou quelque chose comme ça, et allait investir plusieurs milliards d'euros dans l'électronique, dans l'intelligence artificielle. Dans le e-commerce et l'intelligence artificielle. Donc ça vous donne une idée de ce qui va se passer. Voilà, on est parti pour ça. Alors, à long terme, si vous vous projetez à 15, 20, 30 ans par rapport aux enjeux qu'on évoquait avant, en fait, notre avenir se joue dans les laboratoires. C'est-à-dire que la solution à la catastrophe démographique dont on parlait, elle se joue dans les laboratoires. Et un jour, peut-être, la solution viendra des laboratoires, viendra des scientifiques. C'est-à-dire s'ils découvrent une source d'énergie nouvelle, ça change tout. Ou s'ils découvrent une nouvelle maladie, ou si... Ça, malheureusement, j'espère que ça mais ça peut arriver. Il y a des maladies qui sortent parfois des laboratoires. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux l'éviter quand même, mais cela dit, il est bien évident. Non, mais ça serait un cataclysme, mais je veux dire, voilà, c'est déjà arrivé. Quand on regarde les centres, l'infrastructure que les États-Unis ont mis en place officiellement pour la prévention des maladies et des pandémies par l'armée américaine. Officiellement, c'est pour prévenir les maladies, etc. C'est l'armée qui s'en occupe, mais c'est l'armée prend soin de vous. Ça veut tout dire. Voilà, donc je crois que c'est du côté de Washington, je crois que ça s'appelle Fort Detrick, vous avez un complexe là-bas qui... Bon, enfin, oui, non, mais c'est possible. Hein. Enfin, toujours est-il que peut-être qu'un jour les solutions viendront, j'espère positivement, des laboratoires. Mais d'ici à 2022, de toute façon, même s'il y avait une percée technologique, d'ici à 2022, elle n'aurait pas le temps de produire ses effets. Par contre, on va commencer à entrer dans la phase où l'intelligence artificielle supprime massivement des emplois. Et pas que des emplois de caissière. Hein. Les comptables, même les journalistes, puisqu'on a des intelligences artificielles capables de rédiger des articles, ça va dégager. Et ça va être un problème de plus pour Emmanuel Macron, effectivement. Quand on imagine que cette tendance-là puisse se conjuguer dans quelques années avec un retournement conjoncturel prévisible, là, il a intérêt à bien profiter d'une période, effectivement, où au niveau du front du chômage, ça s'améliore un petit peu, parce que ça pourrait ne pas durer du tout. En matière économique, à présent, Michel Drac, vous constatez évidemment une corrélation entre la croissance française et la croissance mondiale. Est-ce que, pour vous, le président n'a aucune marge de manœuvre ? Très peu. Très peu. En réalité, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement ?
Là, je parle d'un président qui reste dans le cadre défini par les traités européens, par le fonctionnement de l'Union européenne, et qui s'accroche à l'euro, à l'Euroland, à peu près tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Pratiquement, il a les mains liées. Alors, si on imagine maintenant un président ce qui peut arriver même dans les mois qui viennent, à cause de ce qui va se passer en Italie avec les législatives, qui regagne d'un seul coup beaucoup de marge de manœuvre parce que brutalement toute la construction européenne est à renégocier. Ça peut arriver. Là, il n'a plus les mains liées, donc il a plus de marge de manœuvre. Cela dit, même dans ce cadre-là, il faut être clair. Tous nos problèmes ne viennent pas de l'Union européenne. La limitation très grande des marges de manœuvre de notre classe dirigeante ne vient pas que de là. Elle vient aussi des rapports de force objectifs qui font que, dans la réalité, le président, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut essayer d'agir sur quelques grands contrats par une géopolitique habile qui fait qu'on va vendre de l'armement, qu'on va vendre quelques grands contrats, voilà. Il peut avoir, si on imagine que la zone euro saute, une politique monétaire qui correspond à un ajustement, en fait, du niveau de la monnaie française à la réalité de la force de l'économie française. Donc c'est une dévaluation, avec les conséquences classiques que ça, qu'on est en train de voir en Angleterre à la suite du Brexit, d'ailleurs, avec, dans un premier temps, de l'inflation, une baisse de la consommation pour compenser cette inflation importée, et dans un deuxième temps, un redémarrage des exportations. Il pourra faire ce genre de choses si le système européen reste verrouillé complètement, comme il est aujourd'hui, avec des Allemands qui trouvent Macron bien sympathique, qui sont tout à fait d'accord pour hocher la tête gentiment quand il fait des propositions, et puis qui, dans la réalité, dès qu'il s'agit de sortir leur carnet de chèques, disent « Non, attendez, ça fonctionne pas comme ça », en pratique, je vous dis, il peut rien faire, à part aller vendre un ou deux TGV ici ou là. Et alors, en parallèle justement du fait qu'Emmanuel Macron a les mains à peu près complètement liées, vous redoutez l'avènement d'un krach boursier, et vous dites que ce krach est imprévisible. Oui. En fait, là, normalement, il aurait dû se passer depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas eu de krach depuis 2012 ? Parce que la Banque Centrale Européenne a mis en place un système de quantitative easing. Comment d'ailleurs on est sorti du krach de 2008 ? Le quantitative easing, c'est la planche à billets. On fabrique de la monnaie artificiellement. En gros, c'est ça. En gros, si vous voulez, qu'est-ce que c'est le quantitative easing ? Quand vous avez une économie qui est fortement déprimée, ce que vous faites, c'est que vous faites une politique monétaire plus laxiste. Donc en gros, vous injectez de la liquidité dans le système pour essayer de faire repartir la machine. Il y a plusieurs façons de le faire. La méthode conventionnelle, les mesures conventionnelles, ça consiste à abaisser le taux directeur de la Banque centrale. Le problème, c'est que quand vous avez déjà des taux directeurs qui sont à zéro et que la machine, elle ne repart pas... Ils sont même négatifs. Voilà, il faut trouver des mesures dites non conventionnelles. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous faites racheter par les banques centrales des titres sur le marché. Donc essentiellement des titres publics, des obligations d'État. Donc vous avez des États qui vont émettre des obligations, des banques, des investisseurs institutionnels, des primary dealers aux États-Unis qui vont acheter ces titres, et puis la Banque centrale va venir par derrière pour leur racheter. Et comme ça, vous injectez de l'argent dans le système, et à chaque fois que vous injectez $1 ou €1 comme ça, le système du multiplicateur bancaire fait qu'à la sortie, vous allez en trouver 8, 9 ou 10, voilà. Là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ça a évité le krach, parce que ça fait tourner les marchés sur eux-mêmes. Par contre, le problème, c'est que ça n'a pas, ou très peu, évité... disons, ça n'a pas créé d'inflation. De hausse des prix, donc. De hausse des prix, parce qu'en fait, c'est resté coincé à l'intérieur des marchés financiers. C'est assez peu glissé dans l'économie réelle. C'est ce qu'on appelle le phénomène des trappes à liquidité. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Bref, pourquoi il n'y a pas eu de krach ? Parce qu'on a fait ça. Parce que les marchés sont, en fait, c'est presque un régime de prix administré. C'est même plus un capitalisme. C'est un trompe-l'œil, quoi. Enfin, on essaye de maintenir le truc, mais c'est complètement artificiel et ça repose sur du sable, quoi. Moi, honnêtement, je vais vous faire un aveu. Ma formation à la base, c'est pas la finance de marché, c'est la finance d'entreprise. Donc, j'ai toujours considéré que les financiers de marché,
C'était des gens qui inventaient constamment de nouvelles façons de se compliquer la vie pour pouvoir continuer à gagner de l'argent, et que c'était même pas la peine d'essayer de les suivre dans leur truc, parce qu'ils auraient toujours un coup d'avance sur moi. Mais là, maintenant, on n'en est même plus là. Je considère qu'ils sont en apesanteur entre Mars et Saturne. Ils ont des marchés, je ne sais pas s'ils font encore de l'analyse fondamentale, je crois qu'ils s'en foutent au point où ils en sont. Ce n'est plus que des investissements qu'on va rentabiliser par le trading haute fréquence dans le quart de seconde qui suit ou je ne sais quoi. Bon, tout ça est totalement artificiel. C'est un hologramme à la limite, si vous voulez. Le crack, par contre, le jour où il y aura un crack, ça va avoir une conséquence. Ça va avoir une conséquence parce que beaucoup d'acteurs qui agissent dans cet hologramme, si vous voulez, vont avoir des pertes à compenser. Et là, ça peut entraîner, par contre-coup, des conséquences dans l'économie réelle. Parce que ces pertes à compenser peuvent faire chanceler des acteurs qui, eux, agissent et servent à quelque chose dans l'économie réelle. Bon. L'hologramme, il va se dissiper, en fait, le jour où les banques centrales vont couper le robinet à liquidité. Donc là, actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de serrer le robinet lentement. Puis on regarde ce qui se passe derrière. Donc, le jour où le crack aura lieu, il pourra se produire de deux façons. Soit parce que, comme on est dans un système quand même très opaque, même pour les banquiers centraux, qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser, qu'il y a énormément de trucage dans tous les sens, ils auront juste tourné le robinet un tout petit peu trop sans le faire exprès, puis ça va complètement leur échapper, puis qu'après, quand ils voudront le rouvrir, ça ne marchera plus. Soit parce qu'à un certain moment, certains acteurs, pour des raisons alors politiques et géopolitiques, peuvent décider que c'est le bon moment pour déclencher le crack. Parce qu'un crack, c'est un moyen de concentrer le pouvoir économique, c'est un moyen éventuellement de flinguer un rival, y compris un rival géostratégique, et là, vous pouvez avoir quelqu'un qui, d'un seul coup, vient serrer brutalement le robinet, et d'un seul coup, boum, l'hologramme s'écroule. Dernière question, Michel Drac, pour cette seconde partie. On va aborder le thème de la géopolitique. Certains estiment qu'Emmanuel Macron n'est plus vraiment soumis aux ingérences de Washington, à l'idéologie néoconservatrice. Est-ce qu'il sera neutre ou vassal, selon vous ? Je ne sais pas. C'est une des grandes questions en fait de son quinquennat, c'est un des vrais enjeux. En tout cas, apparemment, je crois qu'il a cessé un petit peu cette mentalité française selon laquelle il faut aller donner des leçons un peu à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il avait affirmé avec le président égyptien Al-Sisi en disant voilà, moi, j'ai pas de leçons à donner au président Al-Sisi ou au président égyptien. Donc, c'est un petit peu, on change un peu de braquet, en tout cas sur ce. Vous savez, ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est que la France a abandonné sa culture géopolitique traditionnelle. On peut même remonter à plus de 10 ans, si on voit ce qui s'est passé en Serbie. Bon. Oui, on peut même remonter à plus de 10 ans, déjà au moment de l'affaire du Kosovo. C'était lié à quoi ? C'était lié, semble-t-il, à la prédominance de réseaux d'influence, on va dire atlantistes, à l'intérieur du Quai d'Orsay et, disons, à proximité du Quai d'Orsay. Ces réseaux d'influence, manifestement, aujourd'hui, ont perdu du poids. Alors là, il y a eu l'élection de Donald Trump. Certainement, ça joue un rôle. Il y a aussi le fait que le capitalisme américain et le capitalisme allemand, qui ont fonctionné en symbiose pendant très longtemps, ont de plus en plus de mal à fonctionner en symbiose. L'Allemagne a besoin, maintenant qu'elle a fini de vampiriser les économies du sud de l'Europe, elle a besoin de dégager des excédents à l'extérieur de la zone euro. Donc elle a une stratégie commerciale de plus en plus agressive à l'égard des États-Unis. Macron va peut-être avoir des marges de manœuvre que ses prédécesseurs n'ont pas eues, si la tenaille germano-américaine se dessert, si vous voulez. Après, il faut savoir comment il pilotera la chose. Il y a aussi le phénomène du Brexit. Il faut voir que les gens qui étaient dans ce réseau atlantiste, qui ont impulsé cette ligne diplomatique, on va dire néoconservatrice à la française, ils n'étaient pas seulement passés par Washington et par Bruxelles autant. Ils étaient aussi souvent passés par Londres ou par Tel Aviv. Bon, Tel Aviv, l'influence est toujours là, mais réduite à elle-même, sans pouvoir s'adosser à Washington et à Londres, elle est beaucoup moins prédominante.
Et il y a eu le Brexit. Et le Brexit, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Si c'est un Brexit conflictuel, là encore, ça va offrir des marges de manœuvre à Emmanuel Macron. C'est pour ça que je pense que ceux qui disent que le Brexit condamne la France à à être encore plus fragile par rapport à l'Allemagne, à mon avis, ferait bien d'y regarder à deux fois. Parce que en réalité, en perdant Londres, Berlin perd un avocat du libre-échange à l'intérieur de l'Euroland. Donc Macron a peut-être des possibilités que ses prédécesseurs n'avaient pas, il est dans un autre contexte, et effectivement, ça va être intéressant. Bien, Michel Drac, c'est la fin de cette deuxième partie de Politique Éco. On se retrouve dans un instant. Troisième et dernière partie de ce Politique Éco, toujours en compagnie de Michel Drac. Michel Drac, on aborde maintenant la thématique politique et vous évoquez dans votre ouvrage ce délire collectif qu'est l'européisme. Vous dites qu'on ne peut pas critiquer l'européisme, on ne peut pas en sortir d'ailleurs. En fait, ce qui est mon interprétation du phénomène psychologique, si vous voulez, c'est que la construction européenne fonctionne comme une digue de tous les conservatismes dans la société française. C'est-à-dire qu'en elle-même, évidemment, elle a des bons aspects, elle a aussi des mauvais aspects, on peut en discuter. Enfin, moi, je ne suis pas un anti-européen du tout, hein. Je ne suis pas non plus un pro-européen à tout va. Pour moi, c'est un projet, il faut l'aborder en essayant d'en discerner toutes les implications. Et puis, il faut juste avoir la liberté de regarder la chose. Voilà, c'est ça. Alors en France, c'est pas possible, et vous avez des gens, si vous voulez, j'interprète vraiment ça comme une forme d'autisme, comme les enfants autistes. Vous savez, les enfants autistes transforment toutes les questions ouvertes en questions fermées. C'est-à-dire, vous leur demandez de quelle couleur est cette table, ils vont vous dire non. Bon. Les partisans de la construction européenne, c'est pareil. Si vous leur demandez comment faut-il réformer la zone euro, ils vont vous dire non. Mais c'est pas la question. J'ai pas dit que j'étais pour l'euro, contre l'euro. J'ai rien dit pour l'instant. J'ai juste dit, factuellement, ça ne fonctionne pas bien. On le voit très bien. Donc, il va falloir faire autre chose. Il va falloir transformer quelque chose. Et vous avez des types, un peu moins nombreux quand même avec le temps, parce que maintenant il y a certaines évidences qui s'imposent. Vous avez des types pendant un certain temps qui vous ont dit non. À la question ouverte, qu'est-ce qu'on va faire à la place puisque ça marche pas, la réponse était non. Bon. Pourquoi cet autisme? À mon avis, parce que la construction européenne, et particulièrement l'euro, fonctionne comme une digue derrière laquelle s'arc-boutent tous les conservatismes de la société française. En fait, tous les gens, si vous voulez, qui ne veulent surtout pas que ça change, qui ne veulent surtout pas de remise en cause fondamentale du système, pour des raisons parfois qui sont tout à fait rationnelles, parce que c'est leur intérêt objectif, mais qui souvent ne sont même pas rationnelles, qui viennent de leur crainte, de leur peur, parce qu'ils croient qu'ils ont quelque chose à perdre, alors qu'en fait ils n'ont pas grand-chose à perdre. Bon. Tous ces gens-là se regroupent derrière le symbole, le totem de la construction européenne et de l'euro. C'est une religion qui est quasiment devenu un phénomène religieux. Dans certains cas, c'est quasiment ça. Voilà, donc c'est un délire collectif, effectivement. Sur le plan intérieur, vraiment politique politicienne, vous dites, Michel Drac, que la classe politique joue le communautarisme pour un petit peu se tailler des créneaux et se faire réélire. Est-ce que, selon vous, sur quoi ça va déboucher cette attitude communautariste, pro-communautariste? À long terme, ça va déboucher sur une catastrophe. C'est-à-dire que vous avez... je crois qu'il faut distinguer les enjeux locaux et les enjeux nationaux. Au niveau local, vous avez des gens qui ont fabriqué un peu partout en France des petits Molenbeek. Les Molenbeek, c'est ce quartier de Bruxelles où on a laissé prospérer un islam salafiste pendant un certain nombre de décennies
pour des raisons d'ailleurs, vraiment semble-t-il, électoralistes du Parti Socialiste Wallon. Bravo. Donc le résultat, ça a été les attentats de Paris, les attentats, etc. Bon, ça vient, tout ce bordel vient en grande partie de là. On met des petits Molenbeek, on en a un peu partout. On en a un peu partout parce que évidemment, à force d'acheter la paix sociale, en fait, ça marche plus. Quoi. Voilà, c'est bon. Ça, c'est les enjeux locaux. Et puis vous avez après des enjeux nationaux qui sont que vous avez des gens alors qui eux par contre voient très bien où on va. Et qui y vont délibérément. François Hollande parlait dans son bouquin, d'ailleurs, un président ne devrait pas dire ça, de partition. Lui, apparemment, il s'attend carrément à une partition du territoire. Ça va finir de facto comme ça. D'ailleurs... Une partition qui sera précédée d'une guerre civile ou qui entraînera une guerre civile. Je ne suis pas Madame Soleil, malheureusement, donc je ne sais pas, mais la partition... Bon, d'abord, elle est déjà... Vous êtes scénariste, en tout cas, voilà, ici. Je suis scénariste. elle est déjà en partie actée dans la réalité. On peut lire là-dessus, d'ailleurs, un livre d'Alexandre Mindel, 2 livres, d'ailleurs, La France djihadiste, et il en a fait un autre, d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, Partition. On peut lire aussi l'enquête de Raphaël Baquet, La communauté. Journaliste du Monde. Voilà, mais on peut être journaliste du Monde et faire du bon travail, hein, c'est pas incompatible. Pas dit le contraire. Ce sont des réalités objectives, et d'autant plus déplorables d'ailleurs que quand vous discutez avec des musulmans, j'ai envie de dire, évolués et normaux, eux-mêmes vous expliquent que c'est une catastrophe, y compris de leur point de vue, hein. Vous avez un certain islam qu'on a laissé prospérer en France, entre autres pour des raisons géopolitiques, parce qu'évidemment, quand on va défendre la démocratie en Syrie avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, ce qui est quand même extraordinaire, quand on y réfléchit 2 minutes, c'est vraiment magnifique ça. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, nos alliés dans la Ils offrent des belles montres à nos élus, donc voilà. Ils offrent tout, des belles montres. Il faut lire là-dessus Nos très chers émirs, qui est sorti ainsi. De Georges Malbruno. Je crois que c'est Georges Malbruno et peu importe. Il explique, c'est absolument hallucinant ce qu'il explique dans ce bouquin. Hallucinant. Bon. Il y a beaucoup de personnes dans notre classe politique qui sont vendues, quoi. Bah oui, qui sont vendus, qui sont à acheter. Dans son bouquin, il raconte des histoires absolument sidérantes d'une politicienne française que je ne nommerai pas, mais les gens peuvent aller dans le bouquin pour voir qui c'est, qui demande, je crois, à l'ambassade du Qatar, de tête, je crois, c'est 400 000 € pour monter un événement, etc. Bon, puis les Qataris lui disent en gros, mais dis donc, quand même, on n'est pas un tiroir caisse, faut pas exagérer. Alors ensuite, elle va dans les médias dire que le Qatar pose problème. Mais avant, le Qatar posait pas problème, et probablement, voilà. Ça, on voit ce genre de choses, quoi. C'est bon. Je sais même plus pourquoi on disait ça d'ailleurs. Qu'il y aurait une partition à la fin, oui, c'est une possibilité. Qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron par rapport à ça ? On va regarder. Mais moi, je vois pas pourquoi des gens qui sont dans son entourage et qui depuis 20 ans, depuis 30 ans, jouent la partition latente de la République française pour neutraliser les risques de révolte de la population, pourquoi est-ce qu'ils changeraient leur fusil d'épaule du jour au lendemain ? Il n'y a pas de raison. Michel Drac, on va en venir maintenant au scénario que vous avez mis, que vous avez créé, que vous avez imaginé dans votre ouvrage. Donc pour laisser un petit peu le plaisir au lecteur, on va juste se contenter d'évoquer le moins pire et le pire, un petit peu pour laisser le spectre, balayer le spectre au lecteur. Donc le moins pire, comment ça se passerait, ce quinquennat d'Emmanuel Macron Alors, le moins pire, ça dépend déjà, qu'est-ce que vous appelez le moins pire ? Le premier, on va dire. Le premier, d'accord. Parce que c'est pas, pour moi, le moins pire, c'est le 4e, c'est-à-dire c'est ce que j'appelais le printemps italien. J'imaginais, ça n'arrivera pas d'ailleurs visiblement, mais j'imaginais une Italie qui non seulement n'est plus gouvernable par le centre-gauche, comme elle l'a été ces dernières années. Mais par le mouvement 5 étoiles. Là, c'était par le mouvement 5 étoiles. Bon, cela dit, on verra, c'est pas complètement exclu. C'est le 4 mars, je crois, les élections. Oui. Et dans un premier temps, à mon avis, l'oligarchie italienne va réussir à verrouiller le truc, mais c'est pas exclu qu'à l'horizon d'1 ou 2 ans, on va voir à quoi va ressembler le Parlement, il y ait un phénomène de rapprochement entre la Ligue
et le mouvement 5 étoiles. Et si ça se produit... La Ligue du Nord. Ouais, voilà. Et si ça se produit, à ce moment-là, le système saute en Italie et par contre-coup, à mon avis, en Europe. Et vous pensez que c'est susceptible, justement, le fait que les deux extrêmes, on va dire, enfin extrême droite et gauche, pour parler, puissent que si ça arrive, que ça puisse inspirer d'autres pays? Parce que par exemple, à terme, on peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon se fiance avec Madame Le Pen. Non, alors ça, non, politiquement, clairement, j'entends. Non, parce que je vais me lâcher, vous m'excusez. J'ai rien contre Monsieur Mélenchon ou contre Madame Le Pen, mais je pense sincèrement que si en France on doit avoir émergence d'une nouvelle force politique, dans une logique effectivement de dépassement des anciens antagonismes qui renvoient en fait au monde d'avant, ça se fera pas par eux, parce que ça fait trop longtemps qu'ils fonctionnent sur ces anciens antagonismes, sur ces anciennes logiques. En Italie, c'est différent, parce qu'il faut voir que les leaders en Italie sont jeunes. Di Maio est jeune, le leader de la Ligue, j'ai oublié son nom, il est jeune aussi. Il y a eu beaucoup de renouvellement politique là-bas. Ce sont des gens de 30 à 40 ans, hein. Ils sont dans des nouvelles logiques et ils viennent peut-être du privé aussi, je sais pas. Peut-être, mais je crois surtout qu'ils sont vraiment dans des nouvelles logiques et ils réfléchissent par rapport à l'avenir. Ce qui n'est pas forcément le cas de Jean-Luc Mélenchon, que j'aime bien par ailleurs. Je trouve que c'est un type très intéressant, mais je suis pas sûr qu'il ait bien compris l'époque et voilà. Non, en France, ça se passera pas par un rapprochement entre M. Mélenchon et Mme Le Pen, malheureusement, mais ça peut se produire par l'émergence d'une force complètement nouvelle. Parce qu'il y a quand même un moment, je pense, où beaucoup de gens, en particulier, disons, les personnes de moins de 55 ans, qui aujourd'hui ne votent plus parce qu'ils savent que les élections sont verrouillées par les plus de 55 ans, ils vont peut-être se révolter en disant « Non mais dites donc les gars, nous on n'a plus aucun avenir, quoi. On est condamné à crever la gueule ouverte, là, si on continue comme ça. Donc il va peut-être falloir un petit peu sortir des anciens schémas, réfléchir de façon pragmatique sur la réalité de la situation et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. On ne sait jamais. Il arrive de temps en temps que les Français arrêtent d'être des... moutons. Vous l'avez dit. Donc on va voir ce qui va se passer. Bon, mais en tout cas, en Italie, ça pourrait bien venir d'Italie, effectivement, parce que, bon, eux, si vous voulez, comme... Ils n'ont pas eu la phase de croissance des 10 premières années de l'euro. Et ils ont eu la phase de décroissance à partir de la crise de 2008. L'Italie, aujourd'hui, c'est un pays où le niveau de vie réel est sensiblement plus bas aujourd'hui qu'il ne l'était en 98. Et qu'est-ce qui se passerait, du coup, si le mouvement 5 étoiles arrivait avec la Ligue du Nord à diriger, on imagine, le pays? Qu'est-ce que Macron ferait? Alors ça, c'est la question. Moi, je pense que, si vous voulez, il y a forcément quelqu'un derrière Emmanuel Macron. Je ne sais pas qui. Une hypothèse serait que, si vous voulez, quand il est passé à la banque Rothschild, c'était pas complètement par hasard. Que le gars ait été en quelque sorte préparé, qu'il y ait un agenda secret. Monsieur Attali avait quand même promis il y a quelques années, moi je me souviens très bien de ça, il avait dit un jour Emmanuel Macron, je crois qu'il venait d'arriver à Bercy, il n'était personne, il a dit un jour Emmanuel Macron sera président de la République. Bon, oui, donc voilà, je veux dire, il y a des gens derrière. Bon, qu'est-ce que veulent ces gens-là? Parce que je crois qu'en fait, Macron, probablement, on lui a pas confié les rênes du truc sans s'assurer qu'on le tenait. Donc, on doit avoir sur lui barre d'une façon ou d'une autre. Donc, on étant visiblement quelqu'un qui doit avoir des liens avec Jacques Attali, puisqu'apparemment Attali est bien renseigné. Peut-être quelqu'un qui a des liens avec la banque Rothschild, puisque Macron est passé par la banque Rothschild. Alors allez savoir qui c'est exactement, on a probablement un agenda secret. Comment on réagira si jamais demain l'Italie n'en peut plus, s'il y a un rapprochement entre la Ligue du Nord, la Ligue maintenant, et le mouvement 5 étoiles, et qu'à un moment il y a un gouvernement italien qui exige une vraie refonte de la zone euro, est-ce qu'on va dire, nous, on veut une monnaie mondiale et on va en profiter pour faire péter l'euro dans le désordre, ou est-ce qu'on va dire, nous, on veut un pôle de puissance européen parce qu'on en a marre des Américains, parce qu'on a des problèmes avec eux, en fait. Et donc, on va profiter de l'initiative italienne pour vraiment refondre la zone euro et vraiment faire une union économique et monétaire. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas une union économique et monétaire, c'est pour ça que ça marche pas.
Bah, on verra. Si les Italiens nous font la bonne surprise de décider à remettre l'histoire en marche, on verra bien dans quel sens elle va aller. Donc ça, c'est le premier scénario qui va vers une solution... C'est le plus intéressant, c'est le plus positif. Et le dernier, donc, c'est la guerre mondiale, le pire. Oui, alors, c'est l'apocalypse. Dans ce genre de bouquin, on est toujours obligé de mettre le scénario ultime, parce que sinon le lecteur est frustré. Donc, en gros, bon, moi, je n'ai pas développé le scénario en question parce qu'il est indéveloppable. Ouais. Vous le lancez, quoi. Voilà. Juste ce que j'ai voulu montrer, en gros, si vous voulez, c'est par le rapport entre le scénario numéro 8, qui était donc la Troisième Guerre mondiale, et le scénario numéro 5, qui était donc Mourir pour Riga. Je voulais simplement, ainsi qu'avec les scénarios 6 et 7, le 6, c'était le dérapage incontrôlé, c'est-à-dire il y a une crise quelque part, et parce que le monde est totalement intégré, elle a des conséquences imprévisibles un peu partout. Et puis le scénario 7, c'est-à-dire il y a à la fois un très grand aléa climatique et un krach financier, et la somme des deux provoque de façon anticipée de gigantesques flux migratoires qui déstabilisent tout. Bon. Ce que je voulais simplement montrer, c'est qu'à un certain moment, ce qui fait qu'on ne va pas jusqu'au scénario 8, c'est que dans le scénario 5, Mourir pour Riga, ça se passe de telle manière que la France reste maîtresse de son destin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se dire, en gros, finalement, est-ce que c'est si important que ça que la défense européenne soit ou ne soit pas subordonnée à l'OTAN? Est-ce que c'est si important que ça, que si défense européenne il y a et si elle est subordonnée à l'OTAN, que la France garde ou pas la possibilité de ressortir de cette défense européenne? Bon. Tant qu'il ne se passe rien de grave, non, ça ne change rien. Tant qu'on a des gens aux États-Unis qui sont à peu près raisonnables, ça va encore. Mais imaginons un monde qui peut arriver dans les années qui viennent, où l'énorme hologramme financier s'est écroulé, où parce que voilà, à un moment c'est parti en vrille économiquement, parce qu'il y a eu un problème, une crise éco-sanitaire majeure, il y a quelque chose vraiment qui perturbe toute la structure d'ensemble, où vraiment les tensions montent jusqu'à potentiellement au point de rupture. Si on a une France et une Europe d'une façon générale qui est restée maîtresse de son destin, à un certain moment, on ne peut pas avoir une OTAN qui fait l'action de trop, qui va vraiment provoquer une réaction russe qui enclenche à partir de là quelque chose d'incontrôlable. Alors que si on s'est entièrement mis dans la main des Américains, et si on imagine un monde comme ça complètement déstabilisé, et si on imagine qu'aux États-Unis, on a mais n'importe qui comme président de la République, parce qu'il faut quand même être clair à un moment, Trump, il a ses qualités. Moi, je le préfère largement à Clinton. Je pense que Clinton, c'était bien pire que Trump. Mais enfin, quand même, c'est Donald Trump. C'est une star de la télé-réalité. Et il est président des États-Unis. Où est-ce qu'on va, là? Voilà. Je voulais juste montrer ça, en fait, par ce scénario. Bien écoutez, Michel Drac, pour conclure, on a un petit peu explosé les compteurs, je crois, au niveau du temps. Donc écoutez, moi je vais citer cette phrase que vous avez écrite. Plus les choses vont dans un sens, plus il est probable qu'elles finiront par changer de direction. Donc advienne que pourra. Ben oui, advienne que pourra et l'avenir est ouvert. Michel Drac, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat. Et c'est Le Retour aux sources qui édite cet ouvrage. Michel Drac, merci. C'est bon.